c'est parti. Alors, je peux lancer officiellement, je suis ravi de pouvoir lancer cet événement. Donc, si je me présente encore brièvement, Jérôme Fleury, rédacteur en chef du Taurillon et qui était en charge de ces journées de la presse européenne. C'est parti, nous sommes en direct. Alors, bonjour à toutes et tous. Ce n'est pas tous les jours que l'on organise discussions, échanges et débats sur la thématique de la médiatisation de l'Union européenne. Mais au Taurillon Web Média Européen, nous tenons à poser cette question sur la table. Alors, bienvenue dans cette 3e édition des journées de la presse européenne. Après Strasbourg en 2015, après Paris en 2019, nous avions donc l'intention de l'organiser à Lille cette année. Évidemment, une pandémie est passée par là, l'événement a dû se réinventer, mais il se tient donc bien. Durant ces 2 jours, vous allez rencontrer des professionnels de domaines divers, radio, télévision, presse écrite, web. J'ai plein de notifications qui tombent, c'est un petit peu embêtant pour le live. Presse écrite, web, nouvelles plateformes, podcast. Surtout, même si à l'image de très nombreux événements cette année, il se tient en ligne, je vous invite à poser toutes vos questions en direct sur le live. J'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Sofia Berada, service civique pour le Taurillon, qui était en charge de la préparation de cet événement, et à Julie Mange-Matin, qui est une des responsables des interventions pédagogiques dans l'association des jeunes européens. Je vous laisse la parole, mesdames. Merci Jérôme. On va peut-être directement passer à une présentation des intervenants après que tu aies si bien présenté ce bel événement que tu nous organises. Du coup, moi, je vais vous présenter Pauline Collin et Léo Fray, Pauline Collin, qui est fondatrice et rédactrice en chef du magazine Mia Repos, et Léo Fray, qui nous rejoint également, qui est adjoint de rédaction. Donc, Mia Repos, c'est un magazine papier qui fait découvrir l'Europe aux enfants dès l'âge de 8 ans. Donc, pour l'instant, il y a 12 numéros, corrigez-moi, qui ont été édités et 15 autres qui sont dans les cartons, donc un par pays de l'Union européenne. Et c'est des numéros dans lesquels on retrouve un voyage à la découverte d'un État membre de l'Union européenne et de l'actu européenne et internationale décryptée pour les plus jeunes. Donc, du coup, bienvenue et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Sofia. Bonjour, oui. On accueille aussi Jean-François Ebeling, rédacteur en chef du journal d'Arte Junior. Vous avez décidé de créer un journal d'information quotidien qui peut être regardé et compris par de jeunes téléspectateurs. Il est diffusé à l'heure du petit déjeuner sur la célèbre chaîne franco-allemande qui célèbre d'ailleurs ses 30 ans cette année. Et le journal propose tous les jours 2 sujets d'actualité et un feuilleton de 5 épisodes, donc un par jour sur une thématique qui répond à une question qui est posée par un enfant. Bonjour Jean-François Ebling, pardon. Bonjour, je suis ravi d'être là. Bonjour. Donc, dans les 2 cas, vous avez tous pris de vrais paris puisque les initiatives à destination des enfants dans les médias restent rares. Donc, on va tous ensemble interroger ces questions sur la presse pour les enfants, les aspects éducatifs et plutôt récréatifs et sur la nécessité de leur parler d'Europe. Je voudrais rendre la parole à Julie maintenant pour commencer les questions. Alors, du coup, peut-être Pauline Collin et Léo Fray, on peut peut-être commencer par vous. Donc, on a très brièvement présenté votre super initiative qui détonne dans le paysage de la presse jeunesse. Et je vais commencer par une première question. Qu'est-ce qui vous a motivé pour porter ce projet de base? Pourquoi parler d'Europe aux plus jeunes? Donc, je prends la parole. Léo et moi, on s'est connus en 2015 à Euradio Nantes. Donc, on avait un réel intérêt depuis nos études, je pense, et ensuite, dès le début de notre vie professionnelle, pour le sujet de l'Europe dans les médias. Et ensuite, c'est une réflexion qu'on a menée ensemble sur les initiatives qui peuvent être menées, de nouvelles initiatives pour parler d'Europe à un public qui n'en entend pas forcément parler. À savoir les très jeunes, les enfants. Donc, on a tous les 2 commencé notre vie professionnelle et travaillé sur ce projet à côté de nos boulots. Et en fait, au bout de quelques années, on s'est rendu compte que finalement, il n'existait aucune publication, donc à savoir aucun magazine papier qui s'adressait aux enfants sur le thème de l'Europe. Donc, on a commencé à creuser ce sujet-là en particulier. Et finalement, on a lancé Mia Repos en septembre l'année dernière. Vous demandez pourquoi parler d'Europe à des jeunes? Parce qu'ils sont européens et parce qu'ils entendent finalement que très peu parler de ce sujet qui peut apparaître très complexe à traiter et qui en fait ne l'est pas forcément selon l'angle avec lequel on l'aborde.
Donc voilà, on a construit ce projet pour essayer d'apporter une réponse à ce qui nous apparaissait comme une nécessité, informer les jeunes sur ce qu'est l'Europe, mais à hauteur d'enfant. Et alors justement, vous parlez de la manière de traiter le sujet. L'Europe, on nous présente souvent ça comme un ovni, quelque chose de très compliqué, ne serait-ce que par sa construction politique un petit peu sibylline pour des enfants. Comment est-ce que vous choisissez l'angle d'approche? Vous avez choisi un angle, si je ne me trompe pas, un petit peu culturel pour parler de la diversité. Comment est-ce que vous choisissez notamment les thèmes d'actualité que vous présentez aux enfants? Alors, on a construit le magazine qui fait 28 pages en 2 parties. La partie principale du magazine, c'est un reportage qui présente dans chaque numéro un pays de l'Union européenne. Donc là, en effet, il y a une partie culturelle qui est assez importante, mais on va parler beaucoup aussi de géographie, d'histoire, on raconte des anecdotes et au final, on donne beaucoup d'informations sur ce pays. C'est une vraie présentation. On parle aussi de gastronomie, on parle de sport. L'idée, c'est vraiment de rendre cela très concret. Et suite à cette partie reportage, présentation d'un pays, on a une partie actualité dans laquelle on présente et on explique surtout à hauteur d'enfant un sujet d'actualité européenne et internationale. Donc là, en effet, je dirais que le choix de l'angle est très important parce que évidemment on s'adresse à un public qui est jeune, qui n'a pas forcément de grandes connaissances, qui a même très peu de connaissances finalement sur l'Europe. Donc le choix de l'angle est important. On définit vraiment, on discute et on passe du temps à définir l'information qu'on veut faire ressortir de cet article. Et ensuite, dans notre rédaction, on est le plus pédagogique possible. Donc, la mise en page est aussi très importante. On a beaucoup de petits encarts avec des définitions, avec des recontextualisations, avec des petites fiches d'information qui accompagnent l'article. Mais on arrive finalement à traiter beaucoup de sujets et à les expliquer de façon simple, de façon accessible à un enfant à partir de 8 ans. D'accord. Et vous avez fait des petites études de terrain avec des enfants en amont ou Oui, bien sûr. Donc, avant le des lancement tests? du magazine, Oui. il y avait vraiment eu de longs mois et de longues années de réflexion sur le projet. Et on a surtout mené une étude de marché à grande échelle où on avait créé un numéro 0, en fait, pour tester différents formats, différentes idées qu'on avait, et qu'on a testé auprès d'un panel d'enfants, d'un panel d'enseignants aussi, pour nous conforter ou pas dans le choix de ces formats. Et c'est vraiment ça qui a ensuite été important dans la construction du magazine. Et alors, du coup, vous traitez plus de l'image version papier. Je vais rebondir là-dessus pour me tourner vers Jean-François Ebling. Justement, vous utilisez un autre média totalement différent, qui est une sorte de journal télévisé, enfin pas qu'une sorte, pour enfants sur Arte. Donc, c'est de l'audiovisuel. C'était un sacré pari et c'est un projet aussi également surprenant. Pourquoi déjà de base et comment est-ce que vous avez construit ce projet d'information européenne dédié aux enfants par voie télévisuelle? Alors, il y a une petite différence chez nous, c'est que nous, il n'y a pas de... C'est pas un journal européen, nous, c'est un journal tout court. Hein. Alors, il se trouve qu'il parle beaucoup d'Europe parce qu'on est Arte et que déjà, on s'adresse à deux publics, hein, puisqu'on a également un public français. Donc, par la force des choses, on est obligé de choisir des sujets qui ont une envergure plus large que l'envergure nationale française ou allemande. Voilà. Mais il n'y a pas de... En fait, nous, c'est plus la ligne éditoriale européenne d'Arte qui nous porte plus qu'une volonté de faire un journal européen. Voilà, même si on parle beaucoup d'Europe. Alors, on a fait les dossiers traditionnels, les dossiers des séries sur les élections, au moment des élections européennes, par exemple. Hein, donc, on propose aux spectateurs une série sur le Parlement européen pour leur expliquer comment ça fonctionne. On leur a proposé aussi une série sur les institutions, sur les autres institutions européennes. Mais il n'y a pas, si vous voulez, cette volonté de parler d'Europe. On fait un journal et il se trouve, si, il y a la volonté de parler d'Europe évidemment, mais il n'y a pas, c'est pas une volonté première. La volonté première, c'est de faire un journal et
par la force des choses, il est européen parce que c'est le journal d'Arte. Moi, Oui, je regrette que les autres chaînes ne fassent pas de journaux aussi, hein, parce que je me trouve un peu tout seul là, sur ce terrain-là. Je trouve que les enfants aussi ont droit au pluralisme. Et alors, du coup, justement, comment est-ce que vous construisez une information qui est dédiée aux enfants? Quelles adaptations vous faites, par exemple, par rapport à un journal télévisé plus classique que vous feriez plus tout public? Vaste question. Alors, on essaye. Déjà, on a un principe de base, c'est qu'on fait tout le contraire de ce que font les chaînes Tout Info, c'est-à-dire qu'on ne court pas après l'actualité. On préfère beaucoup plus expliquer ce qui se passe que d'avoir la dernière information qui vient de tomber et qui la plupart du temps, n'a aucune importance, quoi. Donc, on préfère être dans l'explication. Donc, ça, c'est le principe de base. Ensuite, comment on travaille c'est une question qui va loin, ça, hein, mais on dépend beaucoup des images qui arrivent, hein, pour le journal, tous les événements ne sont pas télévisés, etc. Donc il n'y a pas toujours des caméras, donc on est très tributaire des images qui arrivent. On essaye après d'avoir un équilibre dans le journal sur les sujets. On essaie de faire un journal qui ne soit pas que négatif. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on fait du journalisme de solution, parce que je sais que c'est très à la mode en ce moment. On fait un papier sérieux de fond, enfin tous les papiers sont sérieux, mais on fait un sujet qui peut être compliqué, angoissant, etc., parce qu'on ne s'interdit aucun sujet. Et on essaie toujours de compenser ça par un autre sujet plus positif. Donc, on va parler d'environnement, d'initiatives prises par des enfants, etc. Pour ne pas avoir un journal qui ne soit que un journal. Les journaux en ce moment, si vous les regardez, c'est dramatique, quoi, hein. Et donc, on essaye de compenser un peu ce côté négatif de l'actualité en trouvant des sujets qui soient un peu plus positifs et qui parlent surtout, qui parlent aux enfants. Pour construire une génération de demain pleine d'espoir dans le monde et Bah, dans l'Europe. oui, Et du alors, non, mais alors, chez nous, si vous voulez, j'aime beaucoup l'exemple chez nous, les présentateurs que vous voyez, que vous entendez quand vous regardez le journal, la version française, hein, vous voyez un présentateur ou une présentatrice le plus souvent qui vous parle en français. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle fait exactement la même chose en allemand. Hein. Donc chez nous, les présentateurs, de toute façon, sont des Européens parce qu'ils n'ont pas le choix. Et par exemple, si vous les écoutez, parfois vous allez vous dire, tiens, il y a quand même un petit accent. Hein, et parfois même, il leur arrive de faire de toutes petites fautes de prononciation. Parce que c'est pas des natifs français, donc ils parlent la plupart du temps, ce sont des Allemands, hein, qui parlent très bien français, mais ils font des petites fautes. Et nous, on se dit que voilà, en fait, le jeune Européen, il va de plus en plus s'habituer à entendre des gens qui parlent sa langue, pas parfaitement, très bien, mais pas parfaitement. Voilà, donc c'est plus de l'Europe par imprégnation, si vous voulez, hein, plus que du matraquage. On est plus dans le, en fait, vous êtes déjà européen et vous parlez déjà, c'est déjà un Européen qui vous parle. Voilà, il ne parle pas parfaitement, mais il s'adresse à vous correctement et vous le comprenez. Donc, c'est de la présentation de l'Europe en pratique. Et alors, ça, c'est pour la dimension un peu plus positive. Et je vais me tourner vers vous trois, celui qui voudra. Est-ce qu'il y a des lignes rouges ou des choses auxquelles vous faites particulièrement attention pour s'adresser à ce public très spécifique? Alors, si je peux parler, moi je dirais qu'il n'y a pas de ligne rouge, il y a seulement la manière dont on traite les sujets. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention à être bien compris, à être pédagogique, à un peu de manière presque scolaire définir les termes des sujets. Évidemment, c'est très compliqué de parler de la Commission européenne ou de choses qu'on n'est pas sûr de comprendre nous-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, Pauline et moi, on a étudié en 5 ans l'Union européenne. Si vous me demandez d'expliquer simplement le fonctionnement de la Commission du Parlement, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, il faut faire très attention à comment on l'explique aux enfants, mais il n'y a pas de
de ligne rouge, seulement il faut trouver le bon angle et cibler l'information qui doit être retenue à la fin, qu'on veut donner. Voilà. D'accord. Alors, si vous, pardon, alors j'ai un exemple de ligne rouge, mais qui ne concerne pas du tout l'Europe. Hein. En fait, on vient de préparer la semaine dernière un sujet sur un sujet très compliqué, à savoir l'excision. Et alors, on se demande, en fait, il n'est pas passé encore à l'antenne, voilà, parce qu'on a, comment dire, on a fait donc c'est un sujet qui est tourné en Afrique, dans un village où une grand-mère a accepté que ses petites filles soient excisées et qu'il le regrette maintenant, et qui donc monte une association pour éviter que ça se reproduise. Bon. Et nous, pour expliquer ça, on a fait, on a les images de ces petites filles évidemment, et puis on a fait du graphisme pour expliquer ce qu'est l'excision, parce que on peut en parler comme ça, mais voilà, alors, évidemment le graphisme est très très sobre, etc. Il est quand même violent, voilà. Donc on n'a encore pas la réponse, donc vous l'aurez dans les prochains jours ou semaines, à savoir est-ce qu'on va diffuser ce sujet ou pas. On va en parler à la rédaction, c'est compliqué. Voilà, mais ça, c'est un débat qui ne s'arrêtera jamais, qui continuera toujours. Tant qu'il y aura des journalistes, on sera toujours dans un débat sur qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer. Et c'est pareil pour les adultes. Hein. Si on montrait toutes les images qu'on reçoit sur toutes les guerres du monde, on ferait des journaux terrifiants, quoi. Donc, on filtre déjà, quoi. Voilà. Ce débat-là, a fortiori avec un public jeunesse, c'est certain. Et du coup, peut-être une dernière question pour Pauline, par exemple. Est-ce que vous, dans Mia Europo, il y a quel a été le sujet ou l'article le plus gros défi dans la manière de traiter et d'adapter surtout pour le public enfant, jeunesse? Donc, c'est sûr que c'est les articles d'actualité, donc la partie vraiment actualité et non la partie reportage qui nous interroge le plus. Mais on a fait des articles, par exemple, sur le Brexit, bien sûr, mais dans le numéro de février, notre article d'actualité européenne, c'était sur la crise des réfugiés en Grèce. Donc, c'était un sujet qui a été, évidemment, qui était pour nous très important et on a vraiment décidé de le traiter, mais qui a été compliqué à faire. Je pense que c'est le plus compliqué parce qu'il fallait évidemment choisir ses mots. Enfin, je pense que dans chaque phrase, le choix des mots était vraiment important. Il fallait vraiment expliquer le contexte. Et à nouveau, c'est ce qu'on répète avec Léo, c'était cibler l'information surtout qu'on voulait faire passer. Donc, ne pas partir dans tous les sens et ne pas parler de tout. C'est impossible de toute façon sur un article qui fait 2 pages et qui est assez court. Mais voilà, donc cibler cette information. Et je pense aussi, on l'a évoqué, que le graphisme, la mise en page est en effet très importante. Et du coup, nous, on choisit, on est très attentif au choix des illustrations de l'article, parce que peut-être encore plus en presse jeunesse, mais dans la presse en général, les images sont aussi des informations. Et du coup, voilà, on a choisi une série d'illustrations pour cet article. On a travaillé main dans la main avec la graphiste pour qu'elle mette en page justement en fonction des informations qu'on voulait faire ressortir. Mais on a pu traiter ce sujet-là. Justement, sur l'analyse des images, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de photos dans Mia Europo et d'illustrations. Et dans un journal télévisé, évidemment, la question de l'image est hyper importante aussi. Justement, je m'interrogeais, Jean-François Ebing, est-ce qu'on tourne des images différemment que pour un journal adulte? Comment ça se passe avec la caméra? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Arte Journal Junior, on tourne rien du tout. Toutes les images que vous voyez sont des images d'agence. Donc, ce n'est pas du tout au départ des tournages destinés à des enfants. C'est des tournages destinés aux informations européennes, hein, puisqu'on récupère ça via des EBN. Donc, c'est une banque d'agences d'échange d'images entre les télés européennes et puis il y a les agences mondiales, hein, type Reuters, l'AFP aussi qui fait beaucoup de vidéos maintenant. Donc les images que nous qu'on utilise dans Arte Journal Junior ne sont pas du tout destinées aux enfants. On est obligé de
faire la sélection, d'adapter justement, mais dans un choix qui n'est pas du tout réservé aux enfants. Et quels sont les critères justement pour faire ce choix? Ah, mais ça, alors, ce que je disais avant, quoi, c'est que ça, c'est un débat qui sera éternel tant qu'on fera de la télévision. C'est-à-dire qu'on discutera toujours du choix des images et on se posera toujours la question, est-ce que ça, on peut le montrer ou pas? Voilà, c'est une discussion qui se fait au jour le jour, quoi. Il n'y a pas de règle. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Si elle existe, je ne la connais pas. C'est vraiment un choix qui est d'abord personnel. Et puis moi, je crois beaucoup à la discussion. Donc, c'est un choix qui se fait entre un journaliste et un monteur, déjà. Hein. Et puis, vous avez des monteurs qui ont des sensibilités différentes. Ils vont dire, ah ben non, ça, on ne peut pas du tout le montrer. D'autres qui seront moins sensibles. Voilà. Et c'est un débat qui durera toujours, quoi. Mais qui est passionnant parce que ouais, ça nous force sans arrêt à nous remettre en question, quoi. Donc, alors évidemment, on évite la violence gratuite, etc. Mais quand vous parlez d'une guerre, vous êtes quand même obligé de montrer les conséquences d'une guerre. Donc voilà, voilà, tout ça, c'est toujours une balance qui va d'un côté, et puis de l'autre, et puis qui revient, et puis vous la faites pencher de ce côté parce que vous décidez que j'ai pas de réponse. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans la presse destinée pour les enfants, c'est la façon de faire de la pédagogie. Est-ce que justement, il faut faire les choses de façon un peu scolaire ou est-ce que la part de l'amusement, du divertissement est aussi importante? Comment est-ce que vous faites les uns et les autres pour trouver une balance entre le côté sérieux et le côté plus amusant pour s'adresser aux enfants, en parlant d'actualité? Alors, si je peux prendre la parole, moi je dirais qu'en tout cas, avec Mille Repos, on n'a pas le choix entre l'un et l'autre, on doit faire les deux. C'est-à-dire que notre cible de lecteurs entre 8 et 12 ans, ils sont très demandeurs d'informations, ils ont envie d'apprendre, mais il faut enrober ça un peu de sucre, je dirais. Et en même temps, pour pouvoir réussir à donner une vraie information sur un sujet qui peut paraître parfois lointain, il faut faire un effort de pédagogie, d'explication et de définition. Donc en fait, c'est un aller-retour permanent, je dirais, dans les articles, que ce soit dans la partie reportage ou la partie information. La partie reportage qui a vraiment un aspect très ludique, mais qui en fait regorge d'encarts, de définitions, et qui est l'occasion d'amener des informations que le lecteur aura l'occasion de rencontrer dans son parcours scolaire, par exemple. Voilà, c'est un équilibre constant dans la construction des articles. Mais pour compléter, la dernière page de Mia Europos, c'est une page de jeu, en fait. C'est un mot croisé ou un mot caché. Et on a régulièrement des retours de lecteurs qui nous disent que c'est la page préférée. Mais sauf que pour remplir le mot croisé ou faire le jeu, en tout cas, il faut avoir lu le reportage. Toutes les informations sont à retrouver dans le magazine. Donc au final, je pense que les deux vont très bien ensemble et que c'est tout à fait possible de lier la partie information avec la partie ludique. C'est ça, en fait, les jeux sont là pour valider les connaissances qu'on a acquises, entre guillemets, dans la Exactement. D'accord. Ouais, mais les jeunes sont vraiment avides de savoir. On a aussi une page langue, alors qui est de la pédagogie pure. Hein. Enfin, vraiment, on présente une langue, on la compare avec d'autres et on donne certains mots intéressants et faciles à apprendre. C'est souvent de l'apprentissage et c'est aussi une des pages préférées des lecteurs qui trouvent ça très ludique finalement. Dans l'écriture des textes pour les reportages aussi chez Arte Junior, moi j'ai regardé par exemple la série sur les institutions européennes et l'introduction sur la Banque Centrale Européenne, par exemple, ça commence par une blague. Qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'une banque fait à Francfort? Ils remplissent des coffres de saucisses. Est-ce que c'est une écriture comme ça où vous cherchez à distiller des blagues qui pourraient capter l'attention des enfants? Alors oui, alors celle-là, je vous avoue que les saucisses à Francfort, j'ai hésité, hein, parce que j'ai hésité à le laisser passer parce que je me suis dit, alors, elle est vraiment dans le cliché. Et puis bon, voilà, on a le droit de sourire. Non, alors cette série-là, en fait, je sais qu'on l'a confiée à une personne justement bien précise parce qu'on voulait qu'elle soit justement un peu, voilà, que ce ne soit pas que de l'Europe où on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant, mais plus qu'on soit vraiment
qu'on montre que voilà, on peut aussi un peu en sourire en tout cas, quoi. Donc voilà, ça dépend après aussi beaucoup vous savez, on a une grande équipe, en fait l'équipe de Arte Journal Junior, ce sont des journalistes d'Arte Journal. Voilà, après chacun arrive aussi avec sa sensibilité. Et puis c'est comme nous tous là, on a probablement plus ou moins le sens de l'humour, donc il y en a qui vont plus et qui vont arriver plus facilement à se lâcher quand ils écrivent un texte. Il y en a qui vont un peu moins et qui vont faire des textes parfois un peu plus secs, quoi. Mais voilà, ça c'est. Après, il y a quand même, on essaye effectivement d'avoir ce côté un peu ludique, mais c'est pas, ça ne doit pas être systématique, je crois. Et puis, alors on le retrouve aussi dans les graphismes, hein, c'est-à-dire que nos graphistes qui font en général la série à la fin du journal dans laquelle on répond à des questions, là, ils se lâchent aussi un peu et ils essayent de faire des graphismes un peu amusants. Est-ce que vous diriez que il y a peut-être une absence dans les programmes scolaires nous, on parle d'Europe, donc est-ce que l'Europe est peut-être pas assez présente dans les programmes scolaires? Est-ce que vous avez l'impression de pallier aussi à un manque dans l'enseignement? Je pense en effet, je ne suis pas une experte des programmes scolaires. Moi, je les ai évidemment étudiés dans le cadre de l'étude de marché. J'ai beaucoup d'enseignants dans mon entourage avec lesquels j'avais beaucoup discuté aussi. Et je pense en effet que l'Europe n'est pas un gros sujet forcément à l'école. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, il y a différentes manières de parler d'Europe et que parler d'Europe, c'est pas que parler de la construction et dans l'actualité, c'est pas que parler de ce qui se passe à Bruxelles, de politique et d'économie et qu'en fait, c'est plus vaste que ça. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Mia Europo, c'est aussi de faire découvrir les pays européens, de raconter comment se passe la vie des personnes et en particulier des enfants dans ces pays. Et à ce niveau-là, je pense en effet qu'il y avait un manque parce que ça n'existait pas. D'ailleurs, vos magazines sont utilisés par les enseignants beaucoup, je crois. On a pas mal d'écoles qui sont abonnées de plus en plus, donc ça c'est très positif parce qu'au moment du lancement c'était uniquement des particuliers et là de plus en plus d'écoles primaires et de collèges s'abonnent. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Après, ils l'utilisent pas forcément en classe, c'est aussi un support qui est mis dans la bibliothèque de la classe et qui est laissé à disposition des élèves pendant les moments lecture. Alors, pour ce qui est des programmes scolaires, en fait, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Moi, je ne connais vraiment plus les programmes scolaires, donc je ne peux pas vous dire s'ils parlent assez ou pas assez d'Europe. Encore une fois, moi, je crois que nous, on parle d'Europe presque naturellement. C'est-à-dire que là, je me suis amusé à faire un petit tour dans nos sujets comme ça en remontant. On parle de la Finlande, on fait un tour d'Europe du Covid, voilà, et ça vient naturellement, quoi, parce que c'est des sujets qui nous semblent intéressants, quoi. Il n'y a pas la, ouais, on est déjà européen, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la volonté où c'est comme ça, quoi. Mais alors, je dis pas ça pour nous, c'est la chaîne qui est comme ça, si vous voulez. On est porté par la ligne éditoriale d'Arte. Donc, ça nous porte. Et on se laisse juste embarquer, quoi. Hein. Donc, mais voilà. Mais encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit au début, mais je pense que d'autres chaînes devraient faire la même chose. C'est-à-dire que nous, on fait un journal européen pour les gamins, parce que c'est comme ça, parce que c'est le journal d'Arte. Je pense qu'il mérite un journal local, pourquoi pas, France 3. Il mérite un journal national, Arte. Enfin, voilà. On va peut-être passer avec les questions qu'on reçoit sur le live, si ça vous va. Peut-être, on a une première question, peut-être plus pour Jean-François Ebling. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres journaux type jeunesse qui sont faits ailleurs en Europe? Ah oui. Alors, il y a, en Allemagne, hein, le nom m'échappe, mais comment ça s'appelle? Bon, bref, en tout cas, les Allemands font ça depuis. Je suis même allé leur rendre visite quand on a lancé la Arte Journal Junior. Je suis allé à la ZDF, donc la deuxième chaîne publique allemande. Pourquoi il m'échappe le nom maintenant? C'est horrible. Bref, en tout cas, je suis allé voir. J'ai retenu une grande leçon, c'est qu'il faut parler de tout.
il ne faut s'interdire aucun sujet, simplement, voilà, il faut, et puis la BBC fait ça, enfin, voilà, la France, c'est pour ça, c'est vraiment un très mauvais exemple, quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt nordique, hein, dans l'esprit de faire des journaux pour les enfants. Et est-ce que vous travaillez en réseau? Est-ce que vous êtes amené à vous rencontrer, à avoir des moments d'échange de bonnes pratiques ou Ouais, alors c'est assez cloisonné? en fait, on fait en fait, il y a ce qu'on appelle, ce dont je parlais avant, les EVN, hein, donc, qui sont qui sont, comment dire, c'est un échange d'images, de reportages entre les chaînes européennes, hein. Et donc, il existe la même chose pour les journaux juniors. Donc, nous, on propose assez peu de choses, en fait, parce qu'on est nous-mêmes producteurs de très peu de choses en images tournées. En fait, là, je vous disais avant que dans le journal, il n'y avait pas d'images tournées par nous-mêmes. En revanche, dans le magazine, il y a quelques images qui nous appartiennent et que donc, nous, on peut proposer à l'échange. Et donc, on peut récupérer en échange des images d'autres chaînes. Donc, d'accord, merci beaucoup pour cette réponse, Jean-François Ebling. On a une autre question, qui s'adressera à qui voudra, de Alexiane Thérochère-Barbanson. Je m'excuse si j'écorche le nom. Pensez-vous qu'il y ait des thèmes qui sont plus délicats à aborder, nécessitant ainsi de multiplier les formats? Par exemple, le Brexit pourrait être expliqué par des vidéos, des articles, des jeux. Donc, je ne sais pas qui c'est qui voudrait prendre cette question. Alors, oui, il y a des sujets qui sont très compliqués. Pauline l'a expliqué. Nous, on a ressenti un peu des difficultés à parler des problèmes des migrants, notamment parce que on parlait des camps et qu'il y avait des enfants dans ces camps. Donc, ça faisait vraiment écho à nos lecteurs qui avaient le même âge, qui ont le même âge que ces enfants dans les camps. Donc, oui, là, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment nous on aurait pu montrer on aurait fait pour montrer des images télévisées de ça aurait été compliqué. Heureusement, la question ne se posait pas puisqu'on est un journal. C'est vrai, il y a plein de façons d'aborder des problèmes qui sont un peu touchy comme ça. Nous, on fait le choix d'être très pédagogique, de rien cacher évidemment, mais d'essayer d'expliquer, vraiment de faire de la pédagogie. C'est vraiment la solution qu'on trouve quand on a un sujet qui est très complexe, on met les choses à plat. Alors, pardon, je ne vais pas faire de publicité pour ma boutique, mais pour les migrants, en fait, si vous regardez sur la page Arte Journal Junior sur le site, il y a une rubrique qui s'appelle « Ils ont ton âge ». Et donc, c'est une rubrique, ce sont des portraits de gamins, où il n'y a que l'enfant qui parle, hein, et qui se présente, etc. Et on a fait, il y a 3 ou 4 semaines, le portrait d'une jeune fille qui arrivait du Congo et qui était donc dans le camp de Lesbos tout de suite après l'incendie. Hein. Et ça, c'est un portrait qui a une force assez extraordinaire parce que, tout d'un coup, on se retrouve à hauteur d'enfant, hein, donc elle a 12 ans, je crois, ou 13 ans, je ne sais plus, et on est avec elle dans ce camp et elle nous montre dans quelles conditions elle vit. Alors, là, c'est la force de la télé, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un témoignage et en même temps, on se prend le tout dans la figure. Hein. On a décidé de le passer, hein, ces images qui sont dures, mais celui-là sur les millions, je vous invite à le regarder. Voilà, c'est pas pour faire du trafic sur le site, hein, je vous rassure, mais voilà, en tout cas, je crois qu'on a bien réussi à le faire, celui-là. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous disiez, Léo, et vous aussi, Jean-François. Du coup, j'ai le souvenir marquant d'un podcast de France Inter, alors je ne me rappelle plus le nom de la journaliste, mais qui interviewait une jeune femme sur l'Europe, qui lui avait répondu quelque chose. Pour moi, l'Europe, c'est les petits drapeaux qui pendent à la cantine le jour de la fête de l'Europe, et le jour où on mange
des chocolats d'Allemagne, de la choucroute de je ne sais où et de la glace italienne. Pour moi, l'Europe, c'est ça. Et alors, avec cette dimension de la jeunesse, ce sont les citoyens européens de demain, enfin, les citoyens tout court, mais les citoyens européens, de manière un petit peu plus profonde. L'objectif de vos différentes initiatives, c'est de l'information, c'est de la formation de citoyens militants, entre guillemets, ou du moins investis en société européen, peut-être plus au groupe Mia Europo. Mais Jean-François Ebling, si vous avez aussi un point à soulever. Moi, je pense que les informer, en fait, c'est leur donner les clés de comprendre et du coup de se forger une opinion en connaissance de cause en grandissant. Nous, ce qu'on répète vraiment, c'est que l'Europe, c'est pas un sujet réservé aux adultes et qu'au contraire, en fait, les enfants sont une génération qui n'a connu que l'euro, que l'espace Schengen. Enfin, ils sont pas nés avec la construction européenne, ils sont nés dans l'Union européenne. Et je trouve ça un peu paradoxal. C'est vrai qu'ils soient si peu informés, alors que l'Europe fait partie de leur quotidien. Donc, ce serait un peu exagéré peut-être de dire, et c'est même pas notre objectif du tout de vouloir en faire des militants. Enfin, on s'adresse à des enfants vraiment, et on a un souci de neutralité. Par contre, on pense que c'est important en effet de leur donner les premières clés, et ça passe par une découverte de l'Europe et ça passe par des informations à leur niveau pour qu'ensuite, ça se fasse une place dans leur esprit et qu'en grandissant, ils aient déjà des connaissances sur le sujet. Est-ce que vous faites de l'éducation aux médias ou plus de est-ce que vous arrivez à distiller ça un peu en parallèle? Parce que ce dont vous parlez, c'est se forger un esprit critique. Nous, vraiment, là-dessus. Pardon. Notre thématique, c'est vraiment l'Europe. Après, évidemment, on a une forte sensibilité et un intérêt très profond pour les médias, pour le journalisme, pour, je sais pas, la liberté d'expression, enfin, tous ces sujets-là. Et on croit réellement en l'impact qu'ont les médias sur notre capacité de réflexion, notre capacité à nous forger un esprit critique. Voilà, mais après, c'est pas notre sujet. Notre sujet, ça reste vraiment l'Europe. Mais évidemment que c'est aussi des questions qui nous sont très chères. Oui, alors d'où l'éducation aux médias, oui, on en fait pas mal. On travaille beaucoup en relation avec le CNI. Je pense que vous connaissez cet organisme qui est dépendant du ministère de l'Éducation nationale, qui fait le lien entre les médias et l'éducation nationale. On leur propose pas mal de ressources, mais qu'on fabrique nous pour l'antenne d'abord. Hein, donc, on a fait des séries sur l'information, qu'est-ce que c'est l'information, comment ça se fait, comment ça se construit, etc. On fait des séries sur le journalisme. On est en train de monter une série de portraits de journalistes, justement, pour montrer aux enfants que, parce que quand on dit journaliste, on imagine toujours soit quelqu'un qui a un gratte-papier, soit quelqu'un avec une équipe de tournage, et puis voilà. Alors que c'est vraiment un métier qui est très, très varié. Il y a beaucoup de tâches très différentes, et donc on a lancé, alors ça, c'est pas encore à l'antenne, c'est pas du tout, c'est pas terminé. Pour l'instant, on a 2 portraits, on a été un peu coupé par le Covid aussi. Mais oui, on fait pas mal d'éducation aux médias. Nous, ce qu'on avait fait, c'était, je crois, pardon Léo, dans le numéro de mars, on avait fait un dossier spécial pour expliquer à nos lecteurs comment on construisait Mia Europo. Parce qu'on s'était dit, c'était du coup, il me semble, le numéro 7, que c'était important en fait de leur raconter les coulisses du magazine. Donc, on avait à ce moment-là présenté l'équipe. Et donc, Léo et moi, nous occupons à 100% de la rédaction. Et donc, on leur avait expliqué aussi quel était en particulier notre travail à tous les deux de recherche de l'information, de construction des reportages, etc. Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Julie tout à l'heure, c'est-à-dire sur le témoignage de cette jeune fille qui disait que l'Europe, c'est la choucroute allemande, etc. Mais finalement, ce sont des stéréotypes, mais est-ce que c'est nécessairement négatif? Est-ce que, on fonctionne finalement tous par stéréotypes toute notre vie finalement, pas que quand on est jeune. Et donc, est-ce que c'est forcément négatif avoir un stéréotype sur un pays? Moi, je pense qu'il faut simplement être ouvert et réussir à… Déjà, avoir des stéréotypes, c'est avoir un intérêt pour la chose. C'est-à-dire que, après, il faut réussir à les déconstruire et pas avoir des stéréotypes qui sont totalement faux. C'est-à-dire que moi, je prépare le reportage de décembre qui sera sur la Bulgarie. Je reviens de Bulgarie.
je voudrais bien que... j'imagine que la plupart des lecteurs n'ont pas d'image, n'ont pas d'idées préconçues sur la Bulgarie. Je voudrais bien qu'en lisant le numéro, ils n'aient pas en tête les parapluies bulgares et l'haltérophilie. Donc, j'ai essayé d'apporter d'autres choses. Mais à la fin, ils retiendront quelque chose de ce reportage, je l'espère, mais qui sera en partie un stéréotype. Mais ils auront une première idée de ce qu'est la Bulgarie. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas forcément négatif. C'est sûr que ça donne un peu plus de matière que les petits drapeaux européens des pays d'Europe à la cantine, la lecture de votre magazine, je suis certaine. Et du coup, justement, à ce propos, puisqu'il y a les parapluies bulgares, la cravate croate, etc. Mais au-delà de ça, on a une autre question qui est à partir de quel âge est-ce que vous pensez que les enfants ils peuvent comprendre ce qu'est l'Union européenne? Alors nous, le magazine, on l'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Les plus jeunes de nos lecteurs sont en CE2. Après, notre cible de lecteurs, c'est plutôt les enfants du cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. En fait, on considère que c'est nécessaire qu'ils aient déjà un niveau de lecture correct, mais aussi qu'ils aient déjà fait de la géographie à l'école, qu'ils aient déjà fait un peu d'histoire, pour que ce soit pas complètement abstrait. Mais en fait, on peut l'expliquer simplement, ce qu'est l'Union européenne, ce qu'est l'Europe, je pense à partir, même à des enfants très très jeunes. Mais c'est pour ça aussi que dans le magazine, on a beaucoup de cartes. Enfin, dans chaque numéro commence par la carte de l'Union européenne, dans laquelle on met en avant, en couleur, en fait, le pays qu'on visite dans le reportage. À côté de la carte, on a le passeport du pays avec les éléments d'identité. Donc, on peut en parler, je pense, à un public très jeune, mais ça demande d'être une nouvelle fois très pédagogique et d'être, je pense, assez créatif, de trouver des idées en fait qui font, donc ça passe par les images, ça passe aussi par des petits encadrés, trouver un moyen en fait de le rendre accessible à des très jeunes. Oui, et je pense que le magazine est aussi assez progressif, c'est-à-dire que le reportage sera compréhensible pour des enfants dès 8 ans. La partie information, certains articles en tout cas, demandent peut-être pour un enfant de 8 ans à être accompagné d'un adulte. Par contre, pour un enfant de 11-12 ans, la lecture pourra être autonome. Donc en fait, c'est assez progressif. Et comme c'est un magazine mensuel, on peut y revenir. Il n'y a pas de... la formation n'est pas périmée immédiatement. Donc, de ce point de vue-là, ça marche assez bien. Mm-hmm. Et alors, du coup, dans la catégorie des petites graines de citoyenneté que vous plantez chez les enfants, on a une question de Pulse of Europe qui nous demande, très spécifiquement à Pauline Collin et à Léo Fray, comment elle demande plus de détails sur les publications et peut-être revenir sur la manière dont on peut se procurer votre magazine très brièvement. Peut-être que Jean-François Ebling pourra faire pareil très brièvement juste après. Alors, Mia Repos, du coup, c'est un magazine qui est vendu uniquement par abonnement. Et pour s'abonner, c'est depuis notre site internet miaeuropo.eu. Et du coup, c'est un mensuel et il est envoyé, il sort chaque première semaine du mois, même en général le premier du mois. Et il est envoyé directement chez nos abonnés. Et il arrive en 1 ou 2 jours. Et ensuite, pour les personnes qui s'abonnent en cours de mois, on a des envois qui sont prévus chaque semaine. Alors pour Arte Journal Junior, pour la quotidienne, c'est tous les matins, 7h10, sur Arte. On a un magazine aussi le dimanche matin à 9h10 à peu près, mais les horaires fluctuent un peu. Et puis on peut nous retrouver évidemment sur YouTube et sur le site d'Arte. Sur le site d'Arte, il y a une rubrique les émissions, et là on trouve très facilement Arte Journal Junior, et après on arrive sur notre page, et là on peut voir les 5 dernières émissions, en fait les émissions de la semaine, c'est parce qu'il y a des histoires de droits d'image qu'on ne peut pas les laisser en ligne éternellement, et donc voilà, on nous trouve assez facilement. Il y a un aspect qui est important dans vos 2 médias, c'est aussi l'échange avec les lecteurs ou les téléspectateurs. Chez Arte Junior, vous répondez chaque semaine à la question d'un enfant. C'est des questions que les enfants envoient par mail ou comment ça se passe? Il y a 2 choses. Donc il y a dans la quotidienne, donc, il y a effectivement une question qui nous est posée par un enfant, par mail. On y répond. Voilà. Alors là, on en reçoit tout le temps.
tous les sujets. Alors, on pensait que ce serait plus actu, et finalement, c'est plutôt des questions scientifiques en général, ou philosophiques, mais voilà, c'est rarement des questions liées à l'actualité. Et puis, on a dans l'émission du dimanche, dans le magazine, on fait ce qu'on appelle notre dossier. Et là, c'est un journaliste d'Arte qui va dans une classe. On a défini au préalable une thématique avec l'enseignant et les élèves préparent des questions. Donc là, il les pose face caméra et puis après, notre journaliste rentre à la rédaction et il a une journée pour répondre à ces questions et fabriquer un sujet en réponse aux questions. Donc on essaye, oui, beaucoup d'avoir de l'interactivité avec le public. Moi, j'en aimerais encore plus, mais c'est assez compliqué. J'aimerais que les enfants puissent poser des questions par vidéo, etc. Parce que je pense que on est toujours content de se voir à la télé. Hein, donc voilà, voilà, ça fait partie des projets à développer. Merci. Et Mia Europo, je crois aussi que vous avez beaucoup d'interactions avec vos lecteurs. Oui, on essaye en tout cas. On essaye vraiment au maximum. Donc, dans le magazine, on a mis en place un courrier des lecteurs. On explique vraiment aux enfants qui peuvent nous écrire pour nous poser une question, nous donner leur avis. Enfin, voilà, donc par mail ou par courrier. On a organisé quelquefois des jeux concours dans le magazine. Donc, les enfants pouvaient gagner un jeu de cartes, un poster Mia Europo. Donc, on a eu quelques retours à ce moment-là. Et sinon, c'est nous qui allons vers les abonnés. Donc là, plus particulièrement vers les parents. Parce que donc, c'est un magazine qui est récent, qui a 1 an. Donc, c'est hyper important pour nous d'avoir les retours des abonnés pour nous permettre d'évoluer. D'ailleurs, le magazine a évolué grâce à ces retours depuis sa création. Par exemple, on n'avait pas de page de sport dans les 3 premiers numéros. Et c'est des lecteurs qui nous ont dit, c'est dommage, vous parlez de gastronomie, vous parlez des langues, ce serait bien de parler d'un sport qui est populaire dans cette région. Donc voilà, c'est ça. Puis après, on a des personnes qui nous écrivent d'elles-mêmes. Là, récemment, on a eu un retour d'une personne qui nous disait, vous savez, le magazine, nos enfants les lisent, mais en fait, on les lit aussi. Enfin, c'est un magazine pour toute la famille. Donc des fois, juste des personnes qui nous donnent leur ressenti. Enfin, mais c'est important, bien sûr. Oui, alors c'est un aspect qui est formidable, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Moi, j'apprends plus de choses en général en regardant Arte Journal Junior qu'en regardant le journal des grands. Oui. J'ai eu 3 gamins, j'ai toujours dévoré mon petit quotidien, mon quotidien, etc. Parce que on apprend toujours quelque chose. C'est formidable dans la presse jeunesse, c'est qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on retient. Peut-être qu'on devrait s'en inspirer pour les journaux pour les adultes aussi, du coup. Ouais, oui. Bon, ils sont pas tout à fait la même optique. Ouais. Bien sûr. Mais je précise d'ailleurs évidemment que la majorité de nos abonnés sont des enfants ou des scolaires, mais on a aussi un certain nombre d'adultes, voilà, qui font monter la moyenne d'âge du coup. Et alors, justement, on va peut-être finir par une dernière question qui mixe enfants et grands-enfants. Comment est-ce que vous avez traité les élections de l'année dernière? C'est une autre question qu'on nous pose. Et justement, comment est-ce que vous avez traité les élections qui sont une thématique d'adultes, entre guillemets, de citoyens qui vont voter auprès d'enfants qui sont des citoyens qui vont voter, mais dans quelques années. Est-ce que c'est plus d'un point de vue un peu récréatif par le jeu? Est-ce que c'est plus de l'éducation sur qu'est-ce que c'est que ces institutions européennes dont on nous parle? Quels sont leurs rôles? Donc peut-être un mot de Mia Europo et de Jean-François Epling. Alors, nous, je crois que j'en ai parlé au début, hein, on avait fabriqué donc, ces 2 séries sur justement une explicative. Hein, c'est quoi le Parlement européen? À quoi ça sert? Et puis, pareil pour les autres institutions européennes. Donc là, et puis après, c'était du traitement plutôt factuel avec des résultats, etc. Et en essayant d'expliquer ce que veut dire une majorité, etc. Comment fonctionnent un peu les équilibres au sein du Parlement européen. Pour vous avouer, c'est un peu loin déjà. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses depuis les dernières élections européennes, là, donc je n'ai plus assez de souvenirs précis. C'est un peu le désavantage du journalisme au quotidien, c'est que c'est une machine qui avance comme ça, que rien n'arrête, quoi,
Voilà. Mais essentiellement, c'est 2 séries qui se captivent. Alors nous, Mia Europo n'était pas encore lancé au moment des élections européennes. On était en pleine campagne de crowdfunding parce que le numéro 1 est sorti en septembre, donc on n'a pas traité le sujet. Par contre, on a déjà eu l'occasion de faire un article de présentation. C'était justement dans le dernier numéro, à l'occasion du discours de rentrée de la présidente de la Commission européenne. On s'est dit ce serait bien d'en parler et du coup, on va en parler sous un angle ultra pédagogique, expliquer ce qu'est la Commission européenne et l'autre institution principale, le Parlement européen. Voilà, du coup... on en a parlé comme ça et de manière, comme toujours, pédagogique, beaucoup d'explications et avec beaucoup d'illustrations et un graphisme ludique pour rendre la lecture plus facile et plus compréhensible. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la fin des 45 minutes. On passait à toute allure. Donc, je rappelle, Pauline Collin et Léo Fray, on peut retrouver toutes les informations sur le magazine Mia Europo sur votre site internet www.miaeuropo.eu pour s'abonner, trouver toutes les informations. Donc, et le journal Arte Journal Junior de Jean-François Ebeling tous les matins, du lundi au vendredi à 7h10. Sur Arte. Donc, merci encore à tous les trois et merci Julie aussi, Julie, d'avoir modéré avec nous. La conférence suivante s'appelle l'Europe, les jeunes et Internet. L'invité sera Jean Massier, le fondateur d'Acropolis, qui est sur Twitch, la plateforme Twitch. Elle se tiendra à 11h. Donc voilà, le prochain rendez-vous dans un quart d'heure. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Belle journée.